Bonjour à tous. Bienvenue au Club Math. Donc, cette semaine, on accueille Nicolas Grenon-Godbout qui va nous parler de jeux vidéo et de complexité. Merci. Donc, bonjour Club Math. C'est le fun de vous voir si nombreux malgré la fin de session. Pour vrai, ça fait pas partie de la conférence, mais si on m'avait dit un jour que régulièrement, il y aurait plus de monde au Club Math qu'au 5 à 7, là, je trouve ça beau. Donc, sans plus tarder, jeux vidéo et complexité. Pour commencer, petite question de sondage. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ici, soyez pas gênés, qui aurait absolument aucune idée de qui peut bien être cet étrange personnage? Vous auriez peut-être trouvé leur langue, c'est pour ça. Donc, je déduis, mais levons la main pour le confirmer, que la plupart des gens ici ont déjà joué à un jeu de Mario, n'importe quel, à un moment donné ou l'autre dans leur vie. OK, c'est bon. Maintenant, parmi vous autres, gardez vos mains, là. Je vous fais travailler fort, hein? Qui parmi vous avait joué à l'original, Super Mario Bros 1, sur la console originale, avec les manettes rectangulaires, tout le kit, là, sans sauvegarde? Est-ce qu'on doit l'avoir fini ou juste... Oh, ça c'est la prochaine question, en fait. Donc là, ça c'est ceux qui ont déjà joué, pas pire. OK, et dans cet échantillon restreint, qui l'a terminé? Sur la console? Oui. Genre Pas de sauvegarde, là, pas rien, là. Hey, étonnant, OK. Donc, mais il y en a moins, il y en a pas mal moins, hein? Puis si je vous posais la question, j'imagine que vous n'avez pas réussi ça du premier coup, le premier soir. Hein, Super Mario Bros 1, c'est un jeu qui est pas facile. La plupart des experts du domaine s'entendent sur cette conjecture très importante. Et en fait, c'est pas le seul, hein? C'est n'importe qui se connaît un peu en jeu a en lui un petit palmarès de niveau sur lequel il a passé beaucoup de temps, trop de temps. Oui. Sûrement que certains d'entre vous s'y reconnaissent. Et donc, c'est connu, les jeux vidéo, c'est pas évident, c'est difficile. Mais jusqu'à tout récemment, il n'y a personne qui avait réussi, ni même tenté probablement, de prouver une telle conjecture. Mais dans mes lectures non obligatoires des derniers mois, je suis tombé sur un article vraiment intéressant, plusieurs articles en fait, de gens qui ont décidé de montrer formellement que les jeux vidéo, la plupart, sont difficiles. Dans quel sens? Comment est-ce qu'ils ont montré ça formellement? Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, et ils ont un peu raison, que, par exemple, Super Mario Bros, tel qu'on le connaît, avec les 24 tableaux, tout le kit, 28, en tout cas, bref, c'est juste une manifestation, une instance particulière de ce que ce jeu-là aurait pu être. Donc, autrement dit, si je fais abstraction de la réalisation particulière de Mario et que je conserve juste les objets, la physique inhérente au jeu, les règlements, tout ça, et que je faisais le niveau que je voulais avec ça, eh bien, ces gens-là ont montré que je pourrais faire un niveau qui est difficile. Difficile au sens mathématique computationnel du terme. Difficile au sens que même un algorithme entraîné pour jouer à Mario mettrait des années et des siècles à réussir ce genre de niveau-là. Et cette espèce de concept-là d'utiliser une architecture existante pour créer son propre niveau, ben c'est quelque chose qui est quand même une prémisse assez intéressante parce que vous savez, la plupart d'entre vous sans doute qu'en 2018, c'est pas difficile pour quelqu'un qui a moindrement de patience de créer ses propres niveaux dans un jeu vidéo. Par exemple, il y a l'application Super Mario Maker qui permet de créer des niveaux de Mario en toute légalité, de partager ça avec l'univers et les gens peuvent essayer les niveaux, tout ça. Sans surprise, il y en a qui abusent un peu côté difficulté. C'est vrai. Mais le genre de difficulté dont nous on va parler ici, c'est incomparable. Là. C'est de la petite bière. Là. Ça, c'est rien. Nous, on va parler de difficulté, mais plus... On va faire des niveaux, on va parler de niveaux qui sont peut-être difficiles à traverser vivant, mais aussi des niveaux qui sont complexes, que c'est pas difficile de se rendre à la fin. En fait, si difficile que c'est même pas clair qu'on est capable ou non de traverser le niveau. Et que la seule façon de le savoir, c'est de l'explorer longtemps. Mais là, évidemment, trivialement, on pourrait toujours se dire, OK, mais si j'ai un espace illimité, je pourrais créer une espèce de labyrinthe aléatoire infini. Mais on va se rendre compte qu'on est capable de faire des niveaux très difficiles tout en gardant la taille du niveau relativement raisonnable. On va voir comment ça se passe, mais bref, on va voir une méthode pas à pas et les plus talentueux ou talentueuses d'entre vous en programmation pourraient, à la fin de cette conférence-là, travailler sur un petit algorithme procédural qui pourrait générer à volonté des niveaux de ce genre-là qui garderaient probablement les gamers occupés pour le restant de leur jour, ainsi que de nombreux processeurs. Donc, comment on va faire ça? Mais pour vraiment bien apprécier la construction, il va quand même falloir qu'on parle de choses un petit peu plus sérieuses, là. Donc, je vous avertis, il n'y a pas des images à toutes les pages, là. Faites-vous pas trop d'idées. On va devoir parler de théorie de la complexité. Mais ça va être le fun parce qu'on va faire ça de façon interactive.
Et ça commence maintenant. Donc, je vous invite à considérer l'ensemble de nombres entiers qui est au tableau. J'ai 2 questions à vous poser par rapport à cet ensemble-là. Question 1, elle est au tableau. Est-ce qu'il existe un entier dans cet ensemble qui est inférieur ou égal à moins 91? Il me semble que non. OK. Deuxième question. Est-ce que je peux prendre un sous-ensemble de ces entiers-là, les additionner ensemble et obtenir 0? Oui. Donc, par exemple, si je prends tout sauf moins 10, j'additionne tout ça, ça donne 0. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Bien, je vous invite à considérer cet ensemble-là maintenant. Je vous repose la première question. Est-ce qu'il y a un ensemble plus petit, un entier plus petit ou égal à 91 là-dedans? Oui. 91 ou moins 91? Moins 91, je m'excuse. Faites ce que j'écris, pas ce que je dis. Oui, il y en a un. Il y a moins 95 dans le milieu qui est là. Mais ça vous a pris un petit peu plus de temps, je m'inquiète. Maintenant, je vous repose aussi la deuxième question. Est-ce qu'il y a un sous-ensemble de nombres entiers là-dedans qui, additionnés ensemble, vont donner 0? Ah, il y a ça. Possiblement. C'est pas le genre de réponse que j'aime. François, dis-nous ça. Chut. Effectivement. Donc, mais ce que je voulais vous faire réaliser très informellement avec ça, c'est qu'il y a des problèmes qui semblent plus difficiles que d'autres. Première observation. Deuxième observation, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on dirait que le deuxième ensemble vous donne un petit peu plus de troubles que le premier. Et troisième observation un peu informelle, on dirait que, OK, le deuxième ensemble a rendu la chose plus difficile, mais on dirait que cette difficulté-là, cette augmentation-là, était particulièrement prononcée pour le deuxième problème. Je me trompe? Soit dit en passant, une réponse possible, il y a 21, 12 et moins 33 qui donnent 0. Il y en a peut-être d'autres, mais imaginez si la seule bonne réponse qui faisait que c'était oui, il y avait 30 éléments dedans. Imaginez si la réponse était non, combien de temps on aurait niaisé avec cet ensemble-là. Et donc, la théorie de la complexité cherche un peu à formaliser ce genre de réalité-là. Donc, on va essayer de classer les problèmes en termes de difficulté et déterminer qu'est-ce qui peut être faisable ou non en un temps raisonnable. Donc, un petit peu de cadre de travail ici. On va travailler avec ce qu'on appelle des problèmes de décision. Donc, des problèmes qu'on est capable d'exprimer en termes mathématiques et qui vont avoir une réponse binaire, oui ou non, vrai ou faux. Donc, les 2 questions que je vous ai posées en sont 2 très bons exemples. On va se restreindre un peu plus aux problèmes dits décidables, donc des problèmes pour lesquels je peux créer un algorithme, donc une liste d'instructions tout à fait claire qu'une machine pourrait suivre pour répondre au problème, toujours avec succès, peu importe l'instance particulière du problème, peu importe la taille particulière du problème, invariablement. OK. Et donc, qu'est-ce que je veux faire? Moi, je vais vouloir classer les problèmes décidables, déterminer lesquels sont plus difficiles que lesquels. Donc, comme on le comprend, c'est des problèmes qu'on pourrait donner à un programme informatique pour les résoudre. Donc, où se trouve la difficulté là-dedans? Qu'est-ce qui va faire qu'un programme est plus difficile qu'un autre? Bien, c'est plus une question de complexité ou de temps de travail. Donc, un problème va être considéré plus difficile s'il demande plus d'étapes, plus d'instructions élémentaires à l'algorithme pour arriver à la réponse. Ce qui se traduit assez naturellement en temps de calcul. Donc, mais pour que ce temps-là soit intéressant, on ne va pas comparer ces choses-là dans l'absolu. On va vouloir que notre classe de complexité soit fonction de la taille du problème. On a vu que c'était important. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin pour commencer d'une mesure raisonnable de la taille du problème, qu'on va appeler n. Donc, dans l'exemple qu'on a fait juste avant, ce pourrait être tout simplement la cardinalité de l'ensemble. Si j'avais une question concernant des matrices, ça pourrait être la taille des matrices. Si j'avais une question concernant un graphe, ça pourrait être le nombre de sommets du graphe, etc. Donc, avec cette mesure raisonnable-là, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais créer des classes de complexité. Et ce que je vais me demander, c'est à quel point une augmentation de la taille augmente la difficulté du problème. C'est comme ça que je vais classer mes problèmes. Donc, une classe qui est vraiment importante, c'est la classe qu'on appelle P. C'est l'ensemble de tous les problèmes décidables pour lesquels je peux construire un algorithme qui va toujours arriver à la bonne réponse en temps polynomial par rapport à la taille de l'entrée. Autrement dit, je crée mon algorithme, peu importe ce que je lui donne, éventuellement, il va arriver à la bonne réponse et ça, le temps que ça lui prend, le nombre d'opérations qu'il doit avoir à faire pour ça va être borné par une certaine puissance de n. Donc, c'est pas dur de voir que la première question que je vous ai posée tantôt, c'est un problème qui est dans P. Hein? C'est pour vérifier si j'ai un entier qui est plus petit que quelque chose, bien, au pire, je passe une fois sur chacun des éléments de mon ensemble et je vais avoir un nombre constant de vérifications à faire pour arriver à mes fins. Donc, j'aurai quelque chose comme ça, là, avec un égal un peu ondulé. OK.
Dans le même genre de truc, on va parler de la classe temps exponentiel ou exp_time en anglais, qui est définie de façon analogue, sauf que cette fois-ci, on va demander que le temps de calcul soit au pire exponentiel par rapport à la taille du problème. Et le deuxième problème que je vous ai mentionné, peut-être, sait-on jamais, qu'il y a des algorithmes plus efficaces pour le faire, mais si au pire je le fais de façon très naïve, je pourrais considérer chacun des 2 à la n sous-ensembles possibles, additionner chacun des chiffres qui va prendre au pire n addition, mettons, et là, rajoutons quelques vérifications à travers ça, et donc, cet algorithme-là, au pire, va être en temps exponentiel. Mais peut-être qu'on peut faire mieux. C'est important ici que les classes d'algorithmes ne sont pas définies en fonction de qu'est-ce qu'on connaît, mais en fonction de qu'est-ce qui est possible et qu'on ne sait peut-être pas. Donc, la classe P, c'est une classe intéressante. En fait, les voici emboîtées les unes dans les autres. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la limite de la classe P, c'est pas mal la limite des problèmes qui sont réalisables en un temps raisonnable. Dès qu'on dépasse cette frontière-là et que la taille du problème devient moindrement substantielle, ça devient prohibitif en termes de temps de calcul. Heureusement, il y a beaucoup de choses dans P très utiles qui se trouvent à être dans P. On peut montrer qu'un entier est premier en temps polynomial. On peut calculer des trucs comme un diviseur. À peu près tout ce qui concerne les matrices, l'algèbre linéaire est dans P. Les trucs de connexité d'un graphe, fouille en profondeur, fouille en largeur sur un graphe, c'est toutes des choses qu'on peut faire en un temps polynomial par rapport à la taille du problème. D'autre part, il y a des choses qu'on sait, hors de tout doute, des problèmes qu'on sait qui ne sont pas résolvables en temps polynomial. Un exemple, c'est le problème d'évaluer une position aux échecs ou aux dames ou au go ou un genre de jeu de ce genre-là. Ce problème-là est exponentiel en fonction de la taille de l'échiquier. Donc, on généralise le jeu, mais on peut faire ça, on peut montrer que c'est exponentiel, on peut montrer que c'est impossible de trouver un algorithme polynomial qui peut résoudre ce genre de problème-là. Par contre, entre ces deux extrêmes-là, il y a beaucoup de problèmes qui tombent dans une espèce de zone grise. Donc, des problèmes pour lesquels on n'a pas réussi, jusqu'à maintenant, à trouver un algorithme polynomial, mais on n'est pas non plus capable de montrer hors de tout doute qu'un tel algorithme n'existe pas. Donc, on n'est pas sûr si ces problèmes-là sont dans P ou s'ils ne sont pas dans P. Et il y a vraiment beaucoup trop de problèmes qui se retrouvent dans cette zone grise-là. En fait, le problème que je vous ai posé tantôt, le deuxième, la somme de sous-ensembles, c'est un de ces problèmes-là. Peut-être qu'il y a un algorithme polynomial pour le résoudre, mais on ne le connaît pas. Beaucoup d'autres questions plus ou moins importantes, beaucoup de questions par rapport au graphe. Donc, est-ce qu'il existe un cycle hamiltonien dans un graphe? Est-ce que je peux passer par tous les sommets d'un graphe une et une seule fois? Résoudre une grille de Sudoku, le problème de décision qui est équivalent à ça, et dans cette situation-là, beaucoup de problèmes d'optimisation. On peut énoncer un problème de décision qui demande le même genre de travail, et ces problèmes-là sont aussi là-dedans. Et ces problèmes-là, ils ont beaucoup de choses en commun. De un, c'est des problèmes qui ont beaucoup d'importance en pratique, surtout le Sudoku. Mais plus sérieusement, il y a beaucoup de problèmes là-dedans qu'on peut un peu raffiner, un peu décorer, qui deviennent des problèmes très intéressants en pratique, pas juste théoriquement. Autre point commun que ces problèmes-là ont, si, pour un de ces problèmes-là, faisons l'exemple avec la somme des sous-ensembles, si je vous donnais un sous-ensemble en particulier, je vous disais, voici le sous-ensemble qui fait que la réponse est oui, mais ce serait relativement facile pour vous de vérifier que c'est bien le cas, d'additionner tous les entiers et vérifier si effectivement ça donnait 0 ou pas. Même chose avec les autres. Si je vous donne une grille de Sudoku complétée, c'est relativement facile de vérifier que la grille est admissible, qu'elle respectait les conditions initiales. En tout cas, c'est pas mal plus facile que de remplir la grille. Et ainsi de suite pour les autres situations. Et ça a amené des gens plus brillants que moi, à définir la classe NP, qui se définit formellement comme la classe des problèmes pour lesquels il existe un algorithme polynomial qui peut résoudre le problème, mais sur une machine non déterministe, qui est une espèce de création abstraite qui n'existe pas dans la vraie vie. Mais cet énoncé-là est à peu près équivalent à dire que c'est les problèmes pour lesquels je peux vérifier une solution en temps polynomial. Donc, par exemple, dans mon problème de sous-ensemble, au pire, je vais faire n addition, mettre tout ça ensemble, vérifier si ça donne 0. Donc, c'est effectivement un problème de NP. Et donc, avec la définition de NP, on est capable de situer cette classe-là quelque part entre temps polynomial et temps exponentiel. On sait que la deuxième inclusion que j'ai écrite est vérifiée. Par contre, on ne sait pas si la première inclusion est stricte. On ne sait pas s'il y a des choses qui sont dans NP qui ne sont pas dans P. Et en fait, la plupart d'entre vous le savez, ce problème-là, c'est une question à $1 million. Donc, c'est un des problèmes du millénaire d'essayer de déterminer si P est égal à NP.
Parce que c'est important pour toutes sortes de raisons, entre autres parce que si toutes ces choses-là s'avèrent être des algorithmes polynomiaux, bien on va avoir des solutions efficaces pour tout plein de problèmes vraiment importants. Mais par contre, c'est un problème qui porte bien son nom, problème du millénaire. Ça se pourrait que ça prenne encore une bonne portion de millénaire avant qu'on arrive à déterminer si c'est vrai, faux ou tout simplement indécidable même. Donc, OK. Fait qu'on a la classe de ce qui est pas mal réalisable, ce qui est pas vraiment réalisable, puis on a quelque chose dans le milieu. Et où est-ce que les jeux vidéo vont venir là-dedans? Mais en fait, on va montrer que dans les jeux vidéo, dans la plupart des jeux vidéo, je suis capable de mettre en scène des problèmes qui vont être au moins aussi difficiles que tout ce qui est dans NP. Donc, qui, à nouvel ordre, sont des problèmes pour lesquels on n'a pas de solution efficace. Comment est-ce qu'on montre qu'un problème est au moins aussi difficile qu'un autre, outre les grosses séparations de classes? Bien, on a une espèce de relation d'ordre qui existe sur ces problèmes-là. On va la dénoter par plus petit ou égal indice P, P pour polynomial, et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que ça veut dire, cette relation-là? On va parler de réduction polynomiale. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va dire que A se réduit à B, ou de façon équivalente que B est au moins aussi difficile que A, où A et B sont deux problèmes de nature potentiellement très différente, si je peux prendre une instance particulière de A. J'ai une règle qui permet de prendre une formulation du problème A, de traduire cette formulation du problème-là, de problème A en un problème B, une instance du problème B qui va préserver la réponse. Autrement dit, ici, la réponse à A était oui, la réponse à B serait oui aussi. Et cette réduction-là, ce processus-là peut se faire en temps polynomial par rapport à la taille du problème A. Autrement dit, je suis capable de construire un algorithme polynomial qui, peu importe la version du problème A, je lui donne ça, il va transformer ça en une version du problème B dont la réponse est équivalente. Et ça, c'est vraiment très utile. Donc, ça nous permet d'ordonner, au moins partiellement, tous les problèmes possibles. C'est très cool. Et bien, ça a quelques propriétés intéressantes. Entre autres, ça a une propriété de transitivité. Si j'ai B qui est moins aussi difficile que A, C qui est moins aussi difficile que B, bien, je peux composer mes deux transformations polynomiales pour avoir une transformation polynomiale de A vers C. Donc, ça, c'est très pratique. Ça me permet de faire des comparaisons en chaîne, finalement. Et deuxième propriété, et ce qui est très cool avec ça, là, dans la propriété, je l'ai écrit en fonction de la classe P. Ce serait vrai pour d'autres classes aussi. Si je sais que B est au moins aussi difficile que A dans ce sens-là, et que je finis par trouver un jour peut-être un algorithme polynomial pour B, bien, automatiquement, j'ai un algorithme polynomial pour A. Parce que l'algorithme, qu'est-ce que serait l'algorithme? Bien, je peux prendre A, mon problème A, le transformer en une instance du problème B en temps polynomial. Je vais résoudre le problème B en temps polynomial. Cette réponse-là est aussi la réponse du problème A. Et en appliquant l'un après l'autre ces deux transformations-là, j'ai un algorithme polynomial pour A. Une composition de polynômes, ça reste un polynôme. Donc, le tour est joué. Et juste pour nous donner une idée de qu'est-ce que ça peut être une réduction, bien, on va l'appliquer à nos deux problèmes du début. Donc, qu'est-ce que je dis ici? Là, sans perte de généralité, je peux supposer que mon premier problème était de vérifier si un élément d'un ensemble était plus petit ou égal à 0. Donc, c'est juste une petite translation de tous les éléments de l'ensemble. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire comme transformation pour amener ça à un problème de somme de sous-ensembles? Bien, une façon de faire, il y en a sans doute plusieurs, mais ce serait de dire, OK, je vais transformer mon ensemble E, je vais lui ajouter la valeur absolue de tous ces éléments. Donc, tous les éléments qui sont négatifs dans E, je vais les ajouter positivement dans mon nouvel ensemble. Et ce nouvel ensemble-là, c'est l'ensemble que je vais considérer pour mon problème B. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que si mon ensemble initial contenait 0, bien, il va y avoir un 0 ici, donc la réponse va être oui. Si mon ensemble initial contenait au moins un nombre négatif, bien, il va avoir son équivalent positif dans l'ensemble ici. Donc, en prenant ces deux éléments d'ensemble, j'ai une somme qui donne 0. Donc, la réponse serait encore oui, alors que si j'avais uniquement des éléments positifs strictement dans mon ensemble initial, mais ici, j'aurais aussi uniquement des éléments strictement positifs, je ne pourrais jamais trouver un sous-ensemble là-dedans qui somme à 0. Donc, ceci me permet de conclure ce dont on avait déjà une bonne impression, que le deuxième problème que je vous ai donné était au moins aussi difficile que le premier. Pour ceux qui en auraient douté encore. Donc, c'est super pratique, cette réduction polynomiale-là. Donc, je sais que si je veux montrer qu'un jeu vidéo est difficile, j'ai juste à montrer que je peux créer un niveau qui est au moins aussi difficile que tous les problèmes qui sont dans NP. Il n'y a rien là, hein? Mais ça sonne comme un méchant contrat. Mais parce que, bon, il y a beaucoup de choses dans NP, on l'a déjà dit. Il y a entre autres beaucoup de
choses dans NP qu'on ne sait probablement pas encore que c'est des choses dans NP. Donc, comment on va faire? On va avoir besoin d'un autre petit outil. Et cet outil-là, c'est une autre classe. C'est la classe NP complet. Donc, c'est dans la classe très select NP complet, qu'est-ce qu'il y a? Pour être dans cette classe-là, il faut que tu sois un problème dans NP. Donc, NP complet, c'est un sous-ensemble de NP. Et deuxièmement, il y a une deuxième propriété, c'est la propriété qu'on appelle d'être NP difficile. Pour être dans NP complet, le problème doit être au moins aussi difficile que tous les autres problèmes dans NP. Autrement dit, pour n'importe quel problème dans NP, il faut que je sois capable de construire une réduction polynomiale vers mon problème, tel qu'on l'a décrite à la page précédente. Étonnamment, il y a beaucoup de choses dans NP complet. En fait, des centaines et des centaines de problèmes sont certifiés NP complet. Et en fait, la plupart des choses intéressantes dans NP se trouvent à être dans NP complet, si je pense bien aussi. Et donc, c'est quand même assez intéressant de penser que tous ces problèmes dans NP complet sont comme tous ex aequo pour le titre du problème le plus difficile dans NP. C'est quand même très intéressant. Puis là, je suis un petit peu en avance sur mon timing, fait que je vais vous faire part d'une petite analogie pour bien saisir toute la beauté de NP complet que j'ai eu l'occasion de lire en préparation de ma conférence. Supposons que vous êtes un employé dans une entreprise quelconque, vous travaillez en algorithmie, whatever. Votre patron vous donne un problème, vous dit « J'aimerais ça avoir un algorithme efficace pour résoudre ce problème-là. » OK, fait que vous partez avec ça. Vous gossez un peu avec le problème, vous vous rendez rapidement compte que le problème avec lequel vous travaillez, c'est un problème NP. Et là, vous vous dites « OK ». Vous commencez à essayer de trouver un algorithme polynomial qui pourrait peut-être solutionner ça, mais là, après une couple de semaines, ça ne vient pas. Vous n'avez pas vraiment envie d'aller voir votre patron et de dire « ben j'en ai pas trouvé, c'est pas très bon pour votre avenir dans la compagnie ». Fait que là, vous vous dites « OK, je pourrais peut-être essayer de montrer au contraire que en fait, le problème NP qui est dans mes mains est juste pas dans P. Si c'était le cas, vous pourriez aller voir votre patron, lui dire « ben écoute, patron, j'ai pas trouvé d'algorithme polynomial pour le problème parce qu'il n'y en a tout simplement pas. » Vous pourriez en même temps lui remettre votre démission, vous auriez montré que P n'est pas égal à NP. Donc, et vous n'auriez plus vraiment besoin de cette job-là. C'est juste 1 million, là, avec l'inflation. C'est supérieur ou égal à 1 million, hein, avec toutes les ramifications qu'il va y avoir après ça. Là. Mais ça, c'est pas évident. Ça, si c'est vrai, c'est probablement encore moins évident à montrer. Donc, on n'est pas tiré d'affaire. Une troisième option, ce serait de montrer au contraire que le problème est... Mais pas au contraire, mais montrer que le problème est en fait NP complet. Là, vous pourriez aller voir votre patron et lui dire « Patron, j'ai pas trouvé d'algorithme polynomial pour ce problème-là, mais la communauté scientifique des 50 dernières années n'est pas plus capable que moi. » Donc, ce serait un peu mieux. Puis si, éventuellement, vous réussissez à montrer que votre problème est dans P, si vous trouvez éventuellement un algorithme polynomial pour ça, bien, vous allez avoir montré que P est égal à NP, parce que vous aurez alors montré qu'un des problèmes les plus difficiles de NP est dans P. Et donc, encore une fois, donc dans tous les cas, vous avez plus votre emploi. Là, mais donc, c'est un peu ça. Et c'est que la troisième option ici, comme je le disais, est beaucoup plus facile à vérifier parce que, bien, au lieu de comparer mon problème à tout ce qui est dans NP, bien, si je peux juste construire une réduction polynomiale à partir de n'importe quel problème qui est dans NP complet, juste un, bien, ça y est, j'ai montré que mon problème est aussi dans NP complet, qui est au moins aussi difficile que tout ce qui est dans NP. Et, bon, tout ça suppose qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a réussi à prouver qu'il y avait un premier problème dans NP complet. C'est fait. Il y a des gens qui ont réussi à faire ça. C'est une belle histoire en soi, mais on n'aura pas beaucoup de temps pour en parler aujourd'hui, malheureusement. Mais, puis après ça, ben, une fois qu'on en a un, ben là, ça s'est mis à dégringoler dans tous les sens. Donc, réduction en chaîne, en voulez-vous, en voilà. Donc, le problème original est comme dans le milieu, encerclé. Puis ici, vous avez toutes plein de questions de graphes. Là, en tout cas, c'est juste pour vous donner une idée de... Je trouvais que c'était un beau dessin. Tu as dit que le Sudoku était intéressant, right? Tu as aussi dit que la plupart des problèmes intéressants étaient NP complets. So, est-ce que... Ah, je sais pas. Je sais pas si le Sudoku est dans ceux-là. Mais c'est bon, à vérifier donc. Donc, ça va être facile quand on va vouloir faire notre preuve avec les jeux vidéo tantôt. On va juste avoir à trouver un problème dans NP complet à partir duquel on peut faire une réduction. Et bien, ce problème-là, je vais juste le présenter très rapidement parce que ça va être plus pratique comme ça. Le problème, ça s'appelle 3SAT. Donc, c'est un problème de satisfaction booléenne avec des clauses à 3 variables. Il est défini semi-formellement en haut, mais vraiment un exemple vaut 1000 mots. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai une liste de variables booléennes qui peuvent prendre valeur vrai ou faux. Ici, j'en ai mis 3. Il pourrait évidemment en avoir plus.
Et j'ai une certaine expression qui utilise ces variables-là, une expression logique. Et cette expression-là suit une forme standardisée. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai une conjonction de plusieurs éléments qu'on va appeler des clauses. Et chacune de ces clauses-là contient 3 littéraux qu'on appelle, 3 variables ou négations de variables séparées par des « ou ». Et la question que je veux répondre, étant donné ma liste de variables et mon expression en forme normale conjonctive à 3 éléments, c'est est-ce que je peux assigner une certaine valeur de vérité à x, y, z qui va faire que cette expression-là est vraie? Est-ce que c'est possible de satisfaire cette expression-là? Et donc, c'est simple comme ça le problème, mais c'est un problème NP complet. Je vous le laisse en exercice. Et donc, une petite interprétation qui va être importante, c'est que dans le fond, l'expression va être satisfiable, un de ces deux-là, si et seulement si j'ai au moins un truc de vrai dans chacune des clauses. OK! Bien, merci de votre patience. On va maintenant retourner à notre sujet principal, à notre programme principal, les jeux. Donc, comme je l'ai déjà dit, on va considérer une version généralisée d'un jeu vidéo. Donc, on va conserver tous les règlements, tous les éléments, toute l'architecture, mais on va construire les niveaux qu'on veut. Et potentiellement qu'on va avoir à généraliser aussi la taille du niveau. C'est-à-dire que la taille du niveau, on ne voudra pas que ça soit limité par des contraintes physiques comme une cartouche de Nintendo, mettons. Là. Etc. Mais, tout ça. Le problème qu'on va considérer, évidemment, il faut mettre en scène un certain problème. Le problème, c'est un problème quand même assez logique dans les circonstances. Ça va être ce que j'ai baptisé un problème de solvabilité, parce que traversabilité, c'est pas un mot, ça a l'air. On en débattra une autre fois. Et donc, la question, c'est, est-ce que le niveau ou le donjon que j'ai dessiné, est-ce que je peux passer à travers? Est-ce que je peux amener mon personnage du début à la fin vivant? Et donc, on va montrer que ce problème-là, dans 2 jeux en particulier, donc dans Mario Bros, l'original, et dans Legend of Zelda Link to the Past, donc Zelda au Super Nintendo, on va montrer que ce problème-là est NP difficile. Donc, c'est au moins aussi difficile qu'un problème NP, que tous les problèmes NP, de décider si le niveau est traversable ou pas, avant même de le traverser. Et donc, comment on va faire ça? Bien, on va construire une réduction polynomiale à partir du problème 3-SAT. Et, parce qu'on est en fin de session, on va faire ça par une preuve par dessin. Parce que, tu sais, j'espère que ça va vous convaincre. Non, mais c'est quand même assez flyé quand on y pense. Là, on a un problème qui est essentiellement de la logique symbolique, puis on veut transformer ça dans un niveau de jeu 2D. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Bien, voici le schéma qui va nous aider. Donc, ça décrit un parcours dans un niveau, et là, je ne sais pas si vous voyez bien les clauses écrites en bas ici, là, mais l'énoncé, c'est celui-là. Puis la dernière clause, c'est exactement la même que celle-là, donc si jamais c'est un peu petit. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette espèce de schéma-là reproduit le comportement d'un problème 3-SAT particulier. En fait, celui qui est écrit là. Et l'idée, c'est qu'on va essayer de se convaincre que réussir à passer à travers ce truc-là, c'est équivalent à l'expression ici peut être satisfaite. Et donc, pour montrer comment ça se passe, on va voir un exemple de comment ça se fait. Donc, supposons que je sais que le problème, je peux le satisfaire et que la configuration x vrai, y vrai, z faux est une configuration admissible, mais je vais voir comment j'utiliserai cette information-là pour passer à travers le niveau. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bien, je vais commencer à start, en toute logique, et là, je vais arriver à une première boîte qui s'appelle variable. Et là, je dois faire un choix. Je dois faire un choix entre x ou non x, entre x vrai ou x faux. Donc, comme je l'ai dit, je vais choisir x vrai. Là, j'arrive à une espèce de carrefour. Et à ce carrefour-là, à partir de ce carrefour-là, je peux atteindre toutes les clauses qui contiennent x, qui contiennent x vrai. Et donc, je me rends à ces boîtes-là, et là, rendu dans la boîte, je peux faire quelque chose qui va faire que la clause devient activée. Donc, je coche, ces 2 clauses-là sont satisfaites avec le choix que j'ai fait. J'ai plus à m'en préoccuper. Ensuite, les flèches rouges représentent des sens uniques, donc je ne vais pas être capable de revenir sur mes pas puis ensuite aller activer non X. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est aller vers la boîte Y. Donc, encore une fois, je vais faire un choix. Donc, j'ai décidé de choisir Y vrai. La seule clause qui contient Y vrai, c'est la deuxième. Elle est déjà activée. Je n'ai pas grand-chose à faire ici.
Et finalement, je vais me rendre à la boîte Z. Cette fois-ci, je veux choisir Z faux. Je vais prendre le chemin de gauche, non Z. Et là, à partir du carrefour ici, cette clause-là et cette clause-là contiennent non Z. Donc, j'ai des chemins pour les atteindre et activer ces clauses-là. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, ben, je vais juste continuer mon chemin. Et comme j'ai réussi à activer toutes les clauses, ben, je peux juste passer à travers tout ça, me rendre à la fin et être content. Alors que s'il y avait une des clauses qui n'avait pas été activée, ben, on suppose que le chemin serait resté fermé. Et donc, on peut comprendre que du moment que j'ai une configuration possible qui va résoudre cette expression-là, qui va la rendre vraie, ben, je vais être capable de trouver un parcours qui va faire que je suis capable de passer au travers. Alors que s'il n'y avait aucune configuration possible qui rendait ça vrai, bien, ça veut dire que peu importe ce que je fais comme chemin à travers ça, il y aurait toujours une clause que je ne serais pas capable d'atteindre et donc je ne pourrais pas terminer le niveau. Thomas. Pour quelle raison on dédouble la dernière clause? Ah, ben c'est... L'exemple dans l'article, c'était celui-là. C'est la seule raison. Mais genre, C'est... parce que si tu en enlèves une des deux, Non, je sais, ça ne change absolument rien, mais j'avais pas envie de partir ça de zéro. Donc, j'ai pris un schéma qui existait déjà et que j'ai juste décoré avec plein de couleurs. Tu sais, des fois, une action, ça va ouvrir deux portes dans Zelda, là. Ouais, genre, imagine, tu prends l'action, puis là, il y a du monde qui arrive pour te péter tes pets, Bon. la porte, et c'est la... Je savais que ça arriverait, là. Les gars, on va se calmer un peu, là. Vous aurez tout le loisir de discuter de ça après. François. Je pense que l'idée, c'est juste que quand on va finir le temps de modéliser, c'est dire que c'est conceptuellement possible d'avoir deux fois la même. C'est ça, en fait, exactement. En fait, il n'y a aucune limite. Je peux avoir deux fois la même clause, je peux avoir deux fois la même variable dans une même clause, je peux avoir une variable et sa négation, je peux avoir des clauses triviales. Tu sais, c'est du moment qu'il y en a trois partout. Dans un souci de généralité, ils ont pris comme un exemple, puis là, ils ont juste fait comme ça. Peut-être que c'est ça qu'ils ont voulu faire. Donc, ben oui, je l'ai lu, mais il expliquait pas pourquoi est-ce qu'il avait choisi cette clause-là plutôt qu'une autre. Fin de la discussion. Donc, j'espère que vous êtes pas mal convaincus que cette construction-là va être traversable si seulement si l'expression booléenne qu'elle représente est satisfaisable. Parce que si vous n'êtes pas convaincus, j'ai absolument rien de plus à vous dire à ce sujet. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Donc, on va vouloir montrer, on a besoin de montrer qu'on a tous les ingrédients possibles dans une architecture de jeu particulière pour construire ce genre de choses-là. Bon, de quoi est-ce qu'on va avoir besoin? Bien, de beaucoup de corridors. Ça va, c'est pas trop compliqué. On va avoir besoin d'un début puis d'une fin à notre niveau. OK, pas encore trop de troubles. On va avoir besoin d'être capable de mettre en œuvre un dispositif de choix de variables, donc qui force le personnage à faire un choix et que ce choix-là soit irréversible. Je ne peux pas retourner sur mes pas après pour en prendre d'autres chemins. Donc, j'ai certains sens uniques je vais être capable de faire des sens uniques dans mon jeu, d'une certaine façon. Ensuite, le gros morceau, il faut que je fasse un dispositif d'activation et de vérification de clauses. Il faut que si j'arrive par un des chemins du haut, je sois capable de faire quelque chose dans le niveau qui va faire que quand je vais arriver par ici après, la voie est libre. Alors que si je fais rien, la voie est close. C'était pas voulu. Dernier petit truc qu'il faut qu'on soit capable de faire, on l'oublie facilement, mais évidemment, quand deux chemins se croisent ici, je suppose que je ne suis pas capable de passer un chemin à l'autre. Donc, il faut que je sois capable, et ce n'est pas nécessairement trivial en deux dimensions, de faire croiser deux chemins sans qu'il y ait de communication entre les deux. Et finalement, mais de façon tout à fait facultative, mais tant qu'à faire un niveau difficile, pourquoi pas mettre un boss à la fin? Donc, avec tout ça, on a comme nos 5 éléments qu'on veut construire. Fait que là, sans plus tarder, on va voir comment on fait ça dans Zelda. Qui ici a joué à Zelda? Ah, c'est bon. Les autres, après les examens, il faut s'y mettre, là. Hein? Ça... Donc, début, fin, c'est pas trop compliqué. La fin, c'est la fin du jeu. Voilà. Le début, c'est juste l'entrée du donjon, mais j'ai aussi mis un coffre au trésor. Les gens là, qui ont fait l'article, qui ne m'incluent pas moi. Donc, un coffre au trésor avec la clé pour l'ouvrir. Puis dans le coffre, il y a le grappin. Donc, qu'est-ce que ça fait, le grappin dans Zelda? Je suis sûr qu'il y a plein de spécialistes ici. Ça permet de s'accrocher à des objets qui sont au loin et à se déplacer vers ces objets-là, même s'il y a une immense crevasse entre les deux.
Donc, et où est-ce que ça va nous servir, ça? Bien, ça va nous servir, entre autres, pour choisir la variable. Donc, voici le dispositif de choix de variable. Qu'est-ce qui va se passer? Dépendant de mon choix de variable précédent, je vais arriver par en haut à gauche ou en haut à droite. Il y a un coffre là auquel je peux m'accrocher avec le grappin. Une fois que je m'y accroche, je ne peux pas revenir sur mes pas, par contre. Il y a un trou. Ensuite, il y a 2 voies qui s'ouvrent en bas. J'ai un coffre pour m'accrocher à une des deux. Une fois que je vais m'avoir accroché, je vais m'être accroché à un des 2 coffres, bien, je ne pourrai pas revenir sur mes pas. Les murets sont savamment placés afin que cela ne puisse se produire. Oui? Et si tu te jettes dans le trou, ça te ramène au début. Ça te ramène pas de l'endroit... Non, c'est vrai dans ce jeu-là. Ça te ramène pas juste à côté d'où est-ce que tu as sauté? Non, ça te ramène au début. Avec de base, ça te ramène à côté, je pense. Ça dépend. Attends. Des fois, ça te ramène... Dans ce jeu-là, ça te ramène à côté, je pense. Ouais. À réfléchir, mais de toute façon... je ne suis que le messager. Supposons que Link a un seul cœur. Tiens. Hein, on peut jouer avec ça aussi. Là on est d'accord. OK? Donc là, ça marcherait, je pense. Ensuite, la clause. Comment est-ce que je vais faire ça? Il y aurait plusieurs façons. Comment eux l'ont construit, c'est que, bon, si j'arrive par un des chemins possibles pour venir activer ma clause, je vais juste pousser le bloc vers le bas. Et quand je vais arriver pour vérifier mes clauses, bien, du moment qu'il y a au moins un des 3 blocs qui est poussé vers le bas, bien, je vais pouvoir m'y accrocher, par exemple, d'ici à là, avec le grappin. Alors que s'il n'y en a aucun de poussé, bien, la voie est obstruée. C'est quand même astucieux, hein? Et finalement, bien, le croisement dans Zelda, c'est pas très compliqué. Dans le jeu original, il y a déjà une architecture qui permet de faire passer un chemin par-dessus l'autre sans qu'il y ait de contact entre les deux. Donc, il y a des petites rampes, ça empêche tout ça de passer. Donc, avec tout ça, on peut conclure avec ce dessin très, très probant que, effectivement, la version généralisée de Zelda peut mener à des problèmes NP difficiles. Et après ça, il reste juste à connecter tous ces gadgets-là avec plein de corridors, tout ça, et à soumettre ça à une instance particulière de problème 3SAT. J'ai-tu vu une main se lever? Non, OK. OK, super. Mais là, hein, à tout seigneur, tout honneur, comment on fait ça dans Mario? Mario, c'est encore un jeu à 2 dimensions, mais c'est pas les deux mêmes. Fait que ça crée des défis différents. Début-fin. Ça va, à part que, pour des raisons techniques, on va vouloir que Mario soit grand, tout au long du niveau, à peu près. On veut que Mario soit Super Mario, donc on va lui donner un champignon magique au début, pour qu'il puisse le manger et devenir grand. Et pour s'assurer que Mario le prend, on va mettre un bloc à la fin, que Mario peut seulement détruire s'il est grand, rendu à la fin. Ils ont pensé à leur affaire quand même. OK. Donc, nos 3 dispositifs un peu plus compliqués. Choix de variable, bien, c'est pas trop compliqué. J'ai juste à utiliser la gravité afin que Mario ne puisse pas revenir sur ses pas. Et là, j'organise mes choix comme je veux. OK. Les clauses. Bon, donc ici, juste pour qu'on soit clair, je vais activer les clauses en arrivant par le bas et je vais les vérifier en arrivant par la gauche. Donc, qu'est-ce qu'il y a à droite? Bien, c'est plein de barres de feu. Puis là, on suppose qu'il y en a d'autres plus loin qui font que Mario peut juste pas passer là sans mourir, à moins de circonstances atténuantes. Et les circonstances atténuantes, bien, c'est les 3 blocs points d'interrogation qui sont là. Si j'arrive par un des chemins qui permet d'activer la clause, bien, chacun de ces blocs-là contient une étoile d'invincibilité. Et donc, si j'en active au moins une, bien, quand Mario va venir pour passer à travers les clauses plus tard, il va avoir au moins une étoile, au plus 3, qui vont sautiller dans cette zone-là. Les murs sont assez hauts pour qu'elle reste là. Et Mario va pouvoir s'emparer de l'étoile, être temporairement invincible, passer à travers le tunnel de feu jusqu'à la prochaine clause, et ainsi de suite. Mais là, Mario peut sauter par-dessus 5 blocs d'eau? Ouais. Ouais. Ben, en tout cas, sinon, ils ont vraiment fait ça tout croche, mais je suppose que oui. Il me semble que oui. Tu pourrais mettre un spray ça règle l'affaire. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça que je me demande. C'est des modifications triviales à la preuve rendues là. OK. Maintenant, le plus funky dans tout ça, c'est le dispositif de croisement. Parce que là, c'est plus difficile. Mais qu'est-ce qui se passe? Les 2 chemins, ça va être du bas vers le haut ou de la gauche vers la droite. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, si j'arrive du bas, Mario est grand, il peut détruire les blocs passés, mais il est grand, il ne peut pas passer vers la gauche ou vers la droite. Si Mario arrive par la gauche, il y a un petit Goomba là, Mario peut le percuter et redevenir petit.
traverser. Traverser. Rendu au milieu, il y a des blocs. Mario ne peut pas détruire des blocs quand il est petit. Il n'y a pas d'autre choix que de continuer. Ou un autre champignon l'attend pour continuer le niveau grand. Là, mais là, peut-être que certains vont soulever des objections, parce que là, si je suis passé avant dans ce sens-là, ben Mario petit pourrait passer à son tour. Donc, il va juste falloir s'assurer que quand on organise nos croisements dans l'architecture du niveau, que je passe toujours dans le chemin petit avant le chemin grand, ou donc c'est ça. Il y a une façon de prioriser les ordres de croisement de façon à ce que ce ne soit pas un problème. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est pas grave. En gros, donc... OK, non, il nous reste quand même quelques minutes. Mais bon, fait que c'est ça l'idée. Et donc, Super Mario Bros 1 et NP, difficile. Voilà. Oui? Est-ce qu'il y a des niveaux qui ont vraiment été faits au complet pour résoudre un certain niveau? Je ne sais pas s'il y a des gens qui en ont fait, mais c'est pas si difficile. C'est pas si difficile. Genre, pour vrai, tu sais, je me posais la question un soir, puis là, j'ai pitonné un peu, puis c'était assez facile de créer un niveau qui va organiser les corridors, tu sais, une espèce de façon systématique d'organiser les croisements, sans qu'on ait à penser. Là, il va tout placer ça. Je vais peut-être vous le montrer à la fin si j'ai 2 secondes. C'est juste une image texte, là, mais ça va vous donner une idée que ça se fait. Et d'après ce que j'ai vu, le niveau ne sera pas plus grand que la longueur de la clause au carré, genre. Et donc, ça peut nous convaincre aussi que construire le niveau, ça prend effectivement un temps polynomial, ce qu'on a un peu glissé sous le tapis pour l'instant, mais c'est pas si difficile de s'en convaincre, mais ce serait à formaliser un peu. Et là, il y en a qui sont peut-être un peu sur leur fin, là, parce que là, dans le résumé, j'avais dit qu'on montrerait que la plupart des jeux sont NP difficiles, mais en fait, cette construction-là, elle peut se généraliser assez facilement à plein d'autres jeux de plateforme. Et en fait, dans l'article qui est fondateur de cette conférence, ils le font pour plein d'autres jeux, avec plein d'autres images à l'appui. Pour vrai, c'est un beau festival de nostalgie, je le recommande. Et dans les références de cet article-là, il y a aussi beaucoup d'autres choses, d'autres réductions qu'on peut faire. Parce que pour les jeux de plateforme, 3-7, ça va bien. Mais si on a des jeux plus puzzle, il y a d'autres sortes de réductions qui peuvent être utiles, tout ça. Il y a des métathéorèmes qui ont été créés pour vérifier. Là. C'est un domaine très actif. En tout cas, les 5 personnes qui s'intéressent à ça sont très actives. Et dernier petit truc, la théorie de la complexité. C'est quand même le fun, c'est vraiment nice. J'ai caché énormément de détails sous le tapis, là, mais il y a des belles maths discrètes à faire là-dedans. C'est quelque chose que vous pourriez explorer. Il y a un cours en ligne gratuit qui parle de ça à l'université. Ça peut être une piste intéressante, mais autrement, je pense que c'est le moment pour moi de me taire et de vous remercier.